Il n'avait adressé la parole à personne depuis 3 mois, mais lorsque 3 femmes désespérées apparurent à sa barrière, des enfants agrippés à leurs jupes, tout ce que Thaddeus Crowe croyait savoir sur la solitude vacilla. Le soleil pesait, impitoyable, quand on atteignit, des voix, de vraies voix humaines, fendillant le silence qui enveloppait son ranch comme une couverture épaisse depuis des années. Il laissa tomber le marteau dont il se servait pour réparer la clôture et plissa les yeux vers la route principale. 3 silhouettes avançaient lentement sur le chemin poussiéreux, leurs ombres longues et tremblantes dans la chaleur. Il n'avait vu âme qui vive depuis la course au ravitaillement au printemps, et voilà que 3 femmes marchaient vers sa propriété, de petits enfants traînant derrière elle. La plus jeune, à peine plus qu'un bambin, trébucha dans la terre et se mit aussitôt à pleurer. L'une des femmes la prit dans ses bras sans ralentir. La poitrine de Thaddeus se serra. Des gens signifiaient des complications, des questions auxquelles il ne voulait pas répondre, des conversations qu'il avait oublié comment tenir. Sa main se porta d'instinct au fusil appuyé contre le poteau de la clôture, non par menace mais par habitude. On ne s'aventurait pas sous ces terres par hasard. La femme en tête avait les cheveux sombres s'échappant d'un bonnet délavé. Sa robe, autrefois sans doute bleue, s'était usée jusqu'à devenir gris poussière. Elle marchait avec détermination, malgré la fatigue visible dans ses épaules. Les 2 autres l'encadraient, l'une portant un petit ballot de tissu, l'autre tenant la main d'un garçon qui ne devait pas avoir plus de 8 ans. En s'approchant, Thaddeus vit la détresse sur leur visage. Ce n'étaient ni des voyageuses de passage, ni des voisines venues en visite, mais des fuyardes. La première leva la main en salut, un sourire tendu, presque suppliant. « Monsieur, dit-elle, nous ne voulons aucun mal, nous devons juste vous parler un instant. » Thaddeus resta immobile derrière sa barrière. 20 yards, 20 verges les séparaient à présent, assez près pour qu'ils distinguent la poussière sur leurs vêtements, l'épuisement dans leurs yeux, la façon dont les enfants se pressaient contre les jambes de leur mère. La fillette avait cessé de pleurer, mais son visage restait strié de larmes et de poussière. La femme fit un pas de plus. « Je m'appelle Clarabelle. Voici mes amis Merci et Violet. Nous marchons depuis l'aube. » Elle jeta un regard aux enfants, puis planta de nouveau ses yeux dans les siens. « Nous avons besoin d'aide. » Les mots flottèrent entre eux. Thaddeus sentit quelque chose se tordre dans son ventre, un sentiment qu'il s'efforçait d'enfouir depuis des années. La responsabilité, le poids des problèmes d'autrui. Il avait bâti cette vie précisément pour éviter ce genre de moment. Mais en voyant ces 3 femmes sous la chaleur, leurs enfants blottis contre elles, le garçon se plaçant instinctivement entre sa mère et cet homme inconnu, la plus jeune vacillant de fatigue, il comprit que certaines décisions se prennent d'elles-mêmes. Il allait parler quand Clarabelle ajouta doucement « Nous cherchons seulement un endroit pour passer la nuit. Nous ne pouvons plus marcher avec les enfants. » C'est alors qu'il saisit ce qu'elle demandait vraiment. Et ce qui l'effraya le plus fut de constater qu'il envisageait déjà de dire oui. Depuis 15 ans, personne n'avait franchi le seuil de la maison de Thaddeus Crowe. Mais lorsqu'il ouvrit la porte et leur fit signe d'entrer, il sut qu'il laissait pénétrer bien plus que 3 femmes et leurs enfants. Il laissait entrer le chaos. Le silence de son foyer devint soudain fragile, comme du verre prêt à se briser. Les femmes entrèrent avec hésitation, leurs enfants tout près. Le fils de Merci gardait les yeux rivés sur Thaddeus avec une lassitude qui lui rappelait trop la sienne au même âge. « Asseyez-vous où vous voulez, » dit-il, avant de le regretter aussitôt. Où pouvait-elle s'asseoir? Le salon n'avait qu'une chaise et un banc de bois qu'il n'utilisait jamais. Des grains de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi filtrant par des fenêtres restées closes des mois durant. Clarabelle s'installa sur le banc, la plus jeune sur ses genoux, le pouce dans la bouche, les yeux écarquillés. Merci resta debout, une main protectrice sur l'épaule de son fils, tandis que Violet serrait son petit paquet contre sa poitrine. « Vous marchez depuis l'aube, » dit Thaddeus en s'adossant au chambranle, car s'asseoir paraissait trop intime, trop comme accepter la réalité de l'instant. « D'où venez-vous » Les 3 femmes échangèrent un regard. Clarabelle répondit la première. « Nous logions dans une pension à environ 20 milles à l'est, mais la situation est devenue difficile. »« Difficile comment » demanda-t-il. Cette fois, ce fut Merci qui parla, la voix tendue d'une colère maîtrisée. Le propriétaire a décidé que nous lui devions plus que l'argent des chambres. Quand nous avons refusé son prix, il nous a donné jusqu'au matin pour partir. Thaddeus serra la mâchoire. Il connaissait ces hommes qui font de la détresse une occasion, qui exploitent les femmes sans refuge. Alors vous êtes partis. Nous n'avions pas le choix, souffla Violet. Une femme en ville nous a parlé de votre rente. Elle disait que vous viviez seul, que vous ne faisiez de mal à personne. Le poids de ces mots envahit la pièce. Elles avaient marché 20 milles sur la foi d'une inconnue, espérant qu'un autre inconnu leur montrerait de la bonté. La fillette de Clarabelle glissa de ses genoux et s'avança vers la cheminée.
Elle désigna les cendres froides et le regarda avec curiosité. « Le feu est éteint depuis des semaines, dit Thaddeus. Je n'en ai pas eu besoin. »« Quand avez-vous cuisiné un vrai repas ?» demanda Clarabelle, avec dans la voix une inquiétude sincère plus qu'un jugement. « Je mange bien. » « Je n'en doute pas. » Mais ses yeux avaient déjà noté les étagères vides, la fine couche de poussière, sa façon de se tenir à distance comme si le contact pouvait brûler. « Quand avez-vous eu de la compagnie pour la dernière fois ?» La question le frappa plus qu'il ne l'aurait cru. Il se revit, jadis, dans ce même salon empli de rire, d'odeur de pain chaud, de chaleur et de vie. Il refoula ses souvenirs. « Je n'ai pas de compagnie, dit-il simplement. » Le fils de Mercy tira la manche de sa mère et chuchota. Elle acquiesça puis déclara « Samuel veut savoir si vous avez de quoi manger. Les enfants n'ont rien avalé depuis hier matin. » Hier matin, Thaddeus sentit quelque chose se fissurer en lui. Ces femmes avaient marché plus d'un jour avec des enfants affamés, comptant sur la clémence d'un inconnu, et elle l'avait choisi, lui. « Je vais préparer quelque chose, » dit-il en se dirigeant vers la cuisine. « Installez-vous. » Mais la voix de Clarabelle le retint. « Monsieur Croc, il y a autre chose que nous devons vous dire. La vraie raison de notre départ précipité. » Il se retourna, déjà conscient que ses explications compliqueraient tout. En contemplant ces trois femmes tassées dans son salon poussiéreux avec leurs enfants exténués, il comprit que celui qu'il protégeait en vivant seul allait affronter son épreuve la plus rude. Car parfois ce que l'on fuit finit par nous rattraper, et parfois cela porte le visage de ceux qui réclament notre aide. La vérité le frappa comme un coup. Mais ce ne fut pas ce que Clarabelle révéla de leur passé qui ébranla ses murailles, c'est ce qu'elle dit du sien. Le tenancier ne réclamait pas seulement de l'argent, poursuivit-elle d'une voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Il a affirmé connaître des hommes prêts à payer cher pour des femmes comme nous, des femmes avec enfants et sans refuge. Il nous a donné jusqu'au lever du soleil pour décider. Thaddeus sentit la colère familière monter, la même fureur qui, il y a 15 ans, l'avait conduit dans cet isolement, ces hommes qui exploitent le désespoir, qui transforment la vulnérabilité en profit. Ses mains, les poings serrés avant qu'il ne les force à se relâcher. « Ce n'est pas tout, » ajouta doucement Mercy. Il a envoyé quelqu'un à nos trousses. Un cavalier nous a dépassés il y a environ 1 heure, filant vers la ville. Nous nous sommes cachés dans les fourrés jusqu'à ce qu'il s'éloigne, mais il frappait à chaque porte, posant des questions sur 3 femmes accompagnées d'enfants. Le poids de la situation retomba sur la pièce comme une couverture lourde. Ces femmes ne cherchaient pas seulement un abri pour la nuit, elles se cachaient. Et en les aidant, Thaddeus s'impliquait dans le danger qui les poursuivait. Puis Clarabelle prononça une phrase qui changea tout. « La femme qui nous a parlé de vous a dit que vous vous appeliez Thaddeus Croc. Elle a ajouté que vous aviez perdu votre propre famille il y a des années et que c'est pour cela que vous viviez seul. » Elle marqua une pause, scrutant son visage. « Elle a dit que vous comprendriez ce que signifie protéger des enfants. » La pièce devint mortellement silencieuse. Même les enfants semblèrent percevoir le changement dans l'air. Thaddeus sentit la carapace de son contrôle se fendre, des souvenirs enfouis remonter. Le rire de Sarah, la petite Emma courant après des papillons dans la cour, la fièvre qui les avait emportées toutes les deux en quelques jours alors qu'il était parti vendre du bétail. « Elle n'avait pas le droit de vous dire ça, » lâcha-t-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Peut-être pas, » répondit doucement Clarabelle, « mais elle avait raison, n'est-ce pas? Vous comprenez. » Thaddeus se détourna vers la fenêtre, contemplant le vide qu'il avait choisi plutôt que la présence humaine. La solitude était sa pénitence, sa manière d'être certain de ne plus jamais regarder impuissants ceux qu'il aimait souffrir. Mais ces étrangères lui demandaient maintenant de ressentir de nouveau, de risquer de nouveau, de placer leur sécurité au-dessus de sa paix chèrement gardée. La plus jeune, la fille de Violet, s'était approchée d'une étagère poussiéreuse où reposait un vieux cheval de bois oublié, le cheval d'Emma, celui qu'il avait sculpté pour son 4e anniversaire, quelques semaines avant la fièvre. La fillette tendit ses doigts potelés vers le jouet, puis leva vers lui des yeux étrangement familiers. « Je peux jouer avec ça ?» murmura-t-elle. Thaddeus fixa l'objet qu'il n'avait pas touché depuis 15 ans et l'enfant qui ressemblait tant à sa propre fille que sa poitrine en brûlait. Derrière lui, il entendait les mères retenir leur souffle, attendant qu'il partage ce fragment de passé. Avant qu'il ne réponde, le martèlement des sabots retentit dehors, rapide, pressant, se rapprochant. Mercy s'avança à la fenêtre et jeta un coup d'œil à travers la vitre poussiéreuse. Quand elle se retourna, son visage était livide. Quelqu'un arrive, au galop, par la route principale. Thaddeus sentit tout en lui se glacer. Le choix qu'il hésitait à faire allait se prendre sans lui. Le danger qui traquait ses femmes venait de les rattraper. Le cavalier n'était pas seul. Et lorsque Thaddeus vit qu'il l'accompagnait,
Il comprit qu'elle n'avait pas apporté que le danger. Elle ramenait son propre passé. « Mettez les enfants dans la pièce du fond, » dit-il calmement d'une voix qui imposa l'obéissance immédiate. « Restez silencieux jusqu'à ce que je vous parle. » Par la fenêtre, il observa 2 hommes descendre près de la barrière. Le premier, inconnu, mince et prédateur, avait ce regard qui calcule le profit et la misère humaine. Mais le second fit courir un frisson glacé dans ses veines. Plus âgé, la taille épaissie, des cheveux grisonnants et un insigne qui captait la lumière de l'après-midi, le shérif Marcus Cal. Le même qui, 15 ans plus tôt, s'était tenu dans ce salon pour expliquer qu'il ne pouvait enquêter sur le médecin qui avait refusé de soigner une famille pauvre durant l'épidémie. Le même qui avait accepté de l'argent pour détourner le regard pendant que des innocents mouraient. Thaddeus saisit le fusil près de la porte et sortit sur le perron. Il ne le pointa sur personne, mais sa présence parlait d'elle-même. C'était sa terre, les visiteurs n'étaient pas les bienvenus. Thaddeus Crow lança le shérif d'une voix faussement amicale. « Ça fait longtemps. »« Pas assez, » répliqua Thaddeus d'un ton plat. « Dites votre affaire. » L'inconnu s'avança, tranchant et sûr de lui. « Garrett, » se présenta-t-il. « Je cherche 3 femmes parties avec quelque chose qui ne leur appartient pas. Nous les avons suivies jusqu'ici. Je n'ai vu personne. »« Intéressant, » répondit Garrett en avançant malgré le fusil, « parce que leurs traces mènent droit à votre barrière. Étrange qu'elles se soient évaporées. » Dans la maison, Thaddeus perçut des chuchotements étouffés, un plancher qui craqua, la fille de Violet qui se mit à pleurer avant d'être vite apaisée. Ces sons, si faibles, résonnaient comme des coups de feu dans le silence tendu. Le shérif esquissa un sourire froid. « On dirait que vous avez de la compagnie, Crow. On peut entrer dire bonjour ?» Je m'y oppose. C'est une propriété privée. « Allons, » reprit le shérif, la main effleurant son arme. « Nous cherchons seulement un bien disparu. 3 femmes qui ont emporté quelque chose de précieux, monsieur Garrett. Rien qu'une conversation amicale. » La colère monta en Thaddeus. « Un bien, » disait-il, parlant de ces femmes comme de marchandises, et Cal les aidait comme il avait aidé d'autres prédateurs 15 ans plus tôt, quand l'argent remplaçait la justice. « La seule conversation qui m'intéresse, » dit Thaddeus en levant légèrement le fusil, « c'est celle où vous m'expliquez pourquoi vous êtes sur mes terres sans invitation. » Le masque de Garrett se fissura, révélant la violence sous-jacente. « Ces femmes appartiennent. Elles ont des dettes, des obligations. Je ne partirai pas sans elles. »« Comme l'enfer » répliqua Thaddeus. Les 2 hommes échangèrent un regard, évaluant les chances. 2 contre 1, mais lui avait l'avantage du terrain et de la couverture. Surtout, ils possédaient ce qui leur manquait, une raison de se battre plus profonde que l'argent. À l'intérieur, un enfant murmura, la voix de Samuel, tremblante. « Maman, le méchant va-t-il nous trouver ?» La question flotta dans l'air comme un défi. Thaddeus pensa à Emma, à ses nuits de fièvre où elle se cramponnait à lui, à son impuissance devant sa souffrance pendant que des hommes comme ceux-ci décidaient que certaines vie valaient moins que d'autres. Le shérif fit un pas vers le perron. « Thaddeus, ne rendez pas les choses plus difficiles. Ce sont des femmes dangereuses, des voleuses. Elles vous ont peut-être déjà dérobé. »« Les seuls voleurs que je vois, » répondit Thaddeus d'une voix glaciale, « se tiennent dans ma cour. » La main de Garrett se porta vers son arme, et Thaddeus comprit que 15 ans à fuir le monde ne l'avaient pas préparé à cet instant. Certaines batailles, une fois engagées, ne s'arrêtent que lorsque l'un des 2 ne se relève pas. Et avec 3 mères et leurs enfants comptant sur lui, Thaddeus Crow allait découvrir quel homme il était encore. Le premier coup de feu brisa plus que le calme de l'après-midi. Il brisa 15 années d'isolement patiemment construites, le forçant à redevenir l'homme qu'il avait enterré avec sa famille. La main de Garrett n'avait pas quitté la crosse que déjà le fusil de Thaddeus tenait. La balle éclata le poteau de la clôture à quelques pouces de la tête de l'intrus, le projetant derrière son cheval. Le shérif Cal dégaina mais hésita, clairement surpris de rencontrer une telle résistance chez un homme qu'il croyait brisé et vaincu. « La prochaine ne sera pas un avertissement », lança Thaddeus en réarmant son fusil. « Quittez mes terres ?» À l'intérieur, les pleurs des enfants, vite étouffés, lui transpercèrent la poitrine, rappelant d'autres sanglots qu'il n'avait pu faire taire. Mais pas cette fois. Cette fois, il pouvait agir. « Vous faites une grave erreur, Crow », cria le shérif, abrité derrière son cheval. « Ces femmes sont des criminels et les protéger fait de vous un complice. »« Alors arrêtez-moi, » répondit Thaddeus. « Venez me passer les fers. Je vous attends. » Le défi suspendit l'air entre eux. Cal avait la loi pour lui, mais la loi n'est rien face au canon d'un fusil tenu par un homme qui n'a plus rien à perdre. Et c'était exactement ce qu'était devenu Thaddeus, un homme qui avait déjà tout perdu. Garrett surgit de derrière son cheval, pistolet en main.
$50 pour chacune de ces femmes, Croc. C'est plus d'argent que vous n'en avez vu depuis des années. Il vous suffit de vous écarter. Contre-offre, répliqua Thaddeus en braquant son fusil vers la voie. Vous repartez maintenant, et je ne vous fais pas un trou assez grand pour y passer une charrette. À l'intérieur, il entendit la voix de Clarabelle, douce mais pressante, qui tentait d'apaiser les enfants. Le son évoqua si vivement Sarah consolant Emma lors des orages que sa poitrine se serra. Ces femmes ne faisaient pas que se cacher chez lui. Elles comptaient sur lui, lui faisaient confiance, croyaient qu'il saurait les protéger comme il n'avait pas su protéger les siens. Le shérif qu'elle adopta un autre ton. « Réfléchis à ce que tu fais. Ces femmes t'ont bourré le crâne de mensonges. Ce ne sont pas des victimes innocentes, ce sont des catins partis sans payer. » Le mot frappa Thaddeus comme un coup. Non qu'il y crût, mais parce qu'elle réduisait ainsi 3 êtres humains au néant, tout comme il avait jadis balayé Sarah et Emma. Juste des problèmes, des vies qui ne comptaient pas. « Shérif, dit Thaddeus d'une voix basse qui porta pourtant à travers la cour, vous avez 10 secondes pour décider si vous repartez à cheval ou dessus. » C'est alors que Clarabelle prit la décision qui changea tout. La porte s'ouvrit derrière lui et elle sortit sur le perron, les mains bien visibles, le menton haut. « Monsieur Garrett, lança-t-elle, si vous voulez nous parler, parlez-nous, mais laissez cet homme en dehors de cela. » La panique traversa Thaddeus. « Rentre !» Mais Clarabelle secoua la tête. Plus de fuite, plus de cachette. Son regard, empli d'un courage qu'il n'avait pas vu depuis 15 ans, le cloua sur place. Certaines batailles méritent d'être menées. Elle poursuivit, la voix claire malgré les armes braquées sur elle. « Nous n'avons rien volé, monsieur Garrett. Sauf peut-être notre dignité, notre droit de dire non. » Le rire de Garrett fut laid, cruel. « Vous avez signé des contrats, pension, nourriture, service contre l'effacement de vos dettes, légal et contraignant. Des contrats signés sous la contrainte ne valent rien, » rétorqua Thaddeus sans baisser son arme. « N'importe quel juge honnête les jetterait. » Le shérif calut un sourire narquois. Dommage que le juge Morrison ne soit pas ce qu'on appelle honnête. On devient conciliant quand ses dettes de jeu disparaissent. L'aveu de corruption frappa Thaddeus en plein cœur. Le même système qui avait trahi sa famille continuait de protéger les prédateurs et d'abandonner les innocents. Mais cette fois, il n'était pas impuissant. Derrière Clarabelle, la porte s'ouvrit encore. Merci parut, puis Violet. Toutes 3 se tinrent sur le perron, droites, dignes. Elles auraient pu rester cachées, le laisser se battre seules. Elles avaient choisi de se dresser ensemble. « Vous nous voulez ?» dit Merci, le bras autour de son fils qu'il avait suivi malgré ses murmures inquiets. Alors expliquer à ses enfants pourquoi leur mère serait une marchandise à acheter et vendre. Le jeune Samuel fit un pas, frêle silhouette de 8 ans, mais la voix ferme. « Ma maman n'est pas à vendre. Elle n'appartient à personne. » Cette déclaration d'un enfant pesait plus que toutes les lois et tous les contrats que Garrett brandirait. Thaddeus surprit une lueur fugace dans les yeux du shérif. Pas une conscience, mais peut-être le pressentiment qu'il y a des lignes qu'on ne franchit pas sans se perdre. Garrett, lui, resta de marbre. Le gamin ne comprend pas comment marche le monde. Les dettes se paient, d'une façon ou d'une autre. Ces femmes me doivent 6 mois de service et je compte bien les récupérer. La seule chose qui sera récupérée aujourd'hui, dit Thaddeus, c'est vous et votre shérif corrompu. Si vous n'êtes pas parti dans 30 secondes, vous serez en infériorité. Tu es seul, Croc, objecta Cal. 2 armes contre 1. Mauvais calcul pour un homme qui a tant à perdre. Thaddeus sourit, un vrai sourire, le premier depuis 15 ans. Shérif, vous refaites la même erreur qu'autrefois, croire que je tiens plus à ma vie qu'à la justice. Il ajusta sa position. Son fusil pointait droit sur la poitrine de Cal. Le monde serait mieux avec un corrompu de moins. Et je n'ai rien à perdre pour le prouver. La tension se fit fil de fer, 2 hommes armés face à un rancher solitaire et 3 femmes déterminées. Mais l'équilibre venait de changer. Thaddeus n'était plus l'homme brisé qui avait fui le monde. Ses femmes et leurs enfants lui avaient rappelé qui il était, qu'il pouvait redevenir. Un bruit de sabots se rapprocha, rapide. Garrett esquissa un rictus, croyant à des renforts. Cal se redressa, sur que le nombre mettrait fin à l'affrontement. Mais quand le nuage de poussière s'éclaircit, Thaddeus distingua quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Ce n'étaient pas les hommes de Garrett, et leurs armes n'annonçaient pas une résolution pacifique. 5 cavaliers gravissaient la colline. En tête, un rancher chevronné que Thaddeus connaissait, Wade McKinley, respecté dans toute la région. Derrière lui, 4 de ses mains, tous armés, le regard vif. « Eh bien, dit McKinley en mettant pied à terre, « Shérif Cal, qu'est-ce qui amène la loi chez Thaddeus Croc ?»
Le shérif abaissa légèrement son arme, pesant ce nouvel élément. Affaire officielle. Ces femmes sont des fugitives. Drôle d'air de fugitive, répliqua McKinley en observant les trois mères. Son regard glissa vers Garrett. Et vous êtes Garrett, du Riverside Boarding House? Garrett opina. Ces femmes ont rompu leur contrat et volé de la marchandise. Le visage de McKinley se durcit. Riverside, le lieu dont les prêcheurs parlent en ville? Là où des femmes disparaissent et personne ne pose de questions? Il jeta un regard de mépris au shérif. Et vous l'aidez? L'assurance de Cal vacilla. Wade McKinley n'était pas un simple éleveur. Il avait du poids et, surtout, de l'intégrité. Sa présence changeait tout. La loi? C'est la loi. Tant à Cal. De quelle loi parlez-vous? Rétorqua McKinley. Celle qui protège les femmes et les enfants, ou celle qui les vend aux plus offrants. Un espoir neuf gonfla la poitrine de Thaddeus. Pour la première fois en 15 ans, il n'était plus seul. Cet espoir s'éteignit quand Garrett tira un second pistolet, le braquant directement sur le petit Samuel. Assez parlé, gronda-t-il. Ces femmes viennent avec moi, ou le garçon en paie le prix. Le monde devint silencieux. Samuel resta figé, le visage blême. Merci fit un pas, mais Garrett dévia son arme vers elle. Un pas de plus, et je repeins ce perron avec son sang. Les hommes de McKinley saisirent leurs armes, mais Garrett secoua la tête, un sourire mauvais. Je préfère mes chances quand j'ai une assurance. Et Thaddeus comprit alors le véritable prix de la protection. Ce n'était pas seulement accepter de mourir, c'était être prêt à regarder. L'innocence prête à souffrir pour vos choix. L'impuissance qu'il avait ressentie en regardant Emma s'éteindre sous la fièvre menaçait de l'anéantir une seconde fois. Mais Clarabelle s'avança, se plaçant entre Garrett et le garçon. « Prenez-moi, laissez les enfants et prenez-moi. J'irai de mon plein gré si vous promettez de les laisser ici en sécurité. » Toutes les trois, ou le garçon meurt, répliqua Garrett d'un ton glacial. Merci vint se placer aux côtés de Clarabelle. Alors nous partons toutes, mais les enfants restent. Violet les rejoignit, formant un rempart maternel entre le bandit et leurs petits. Trois femmes qui avaient déjà tout sacrifié se tenaient prêtes à se sacrifier encore. Thaddeus sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elles ne protégeaient pas seulement leurs enfants, elles lui montraient ce qu'est le véritable courage, celui qui compte la vie des autres plus que la sienne. En les voyant prêtes à retourner en enfer pour sauver leurs enfants, il comprit que, parfois, honorer les morts signifie refuser que d'autres les rejoignent. Le fusil dans ses mains devint soudain d'une légèreté absolue. Ce qui suivit dura quelques secondes, mais changea sa vie pour toujours. Parfois, le moment qui nous définit ne vient pas de ce qu'on est prêt à sacrifier, mais de ce qu'on refuse de laisser d'autres sacrifier pour nous. Non, dit Thaddeus doucement en descendant du perron. Personne ne partira. Garrett braqua son arme. Recule, vieil homme, ou je. Le coup de feu retentit sur le ranch comme un tonnerre. Mais ce n'était pas Thaddeus qui avait tiré. Le fusil de Wade McKinley fumait encore lorsque Garrett s'effondra dans la poussière, son arme roulant au loin. Il tenait son épaule en jurant, vivant mais neutralisé. Menacé des enfants, déclara McKinley d'une voix sombre en réarmant son fusil. Cela franchit toutes les limites. Le shérif Cal voulut dégainer, mais se retrouva face aux 5 hommes armés de McKinley, visiblement peu enclins à tolérer un représentant corrompu de la loi. Sa main se figea sur son arme, évaluant des chances désormais inexistantes. « Voici ce qui va se passer », annonça McKinley d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. « Vous allez charger votre ami blessé sur son cheval et retourner dans le trou d'où vous venez. Et vous, shérif Cal, vous allez oublier jusqu'au nom du Riverside Boarding House, sinon chaque honnête citoyen du territoire saura quelle justice vous pratiquez. » Cal balaya du regard les visages braqués sur lui, les hommes de McKinley, les 3 femmes sur le perron, Thaddeus, fusil en main. Il était en infériorité, désarmé par la vérité plus encore que par les armes. Sans un mot, il rengaina et aida Garrett, gémissant, à se relever. Ce n'est pas fini, halta Garrett tandis qu'il le hissait en selle. Si, c'est fini, répondit Thaddeus simplement. Et si je vous revois sur mes terres, McKinley n'aura pas le temps de vous blesser avant moi. Les 2 hommes s'éloignèrent, Garrett affaissé sur sa selle, la dignité de Cal traînant derrière eux dans la poussière. Quand ils disparurent au sommet de la colline, un silence extraordinaire enveloppa le ranch, non plus le vide de la solitude, mais la quiétude d'un lieu à nouveau sûr. Clarabelle fut la première à bouger, serrant sa fille contre elle. La fillette, qui n'avait pas lâché le cheval de bois d'Emma durant toute la confrontation, leva les yeux vers Thaddeus, plein de confiance. « Je peux le garder ?» demanda-t-elle en montrant le jouet. La gorge de Thaddeus se noua. « Il est à sa place,
répondit-il doucement. Comme toi, si tu veux rester. Les 3 femmes échangèrent un regard, l'espoir et l'incrédulité se disputant leurs visages. Vous le pensez vraiment? Demanda Mercy. Ce ranch est vide depuis trop longtemps, dit-il. Il a besoin du rire des enfants, du bruit de la vie. McKinley lui tapa sur l'épaule. Brave homme, Thaddeus. Sarah et Emma seraient fiers. Alors que McKinley et ses hommes reprenaient la route, Thaddeus contempla 3 enfants qui couraient autour des poteaux de la clôture, tandis que leur mère parlait doucement sur le perron. Le soleil déclinait, baignant tout d'or, et pour la première fois en 15 ans, il n'appréhendait pas la nuit. Clarabelle s'approcha, sa fille serrant toujours le cheval de bois. « Merci, dit-elle simplement, pour tout. »« Merci à vous, répondit-il, de m'avoir rappelé que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. » Ce soir-là, alors que la lumière des lampes inondait des fenêtres longtemps obscures et que le rire des enfants résonnait dans des pièces muettes depuis trop d'années, Thaddeus Crow comprit que le plus grand courage n'est pas toujours d'affronter ses peurs seules, mais de laisser d'autres se tenir à vos côtés, de choisir la protection plutôt que le repli, d'ouvrir son cœur même quand on craint qu'il se brise encore. Les 3 femmes firent de son ranch leur foyer, élevant leurs enfants dans la sécurité et comblant le vide de chaleur et de vie. Clarabelle enseigna à l'école du bourg, Mercy ouvrit une petite boulangerie, Violet fit fleurir le jardin derrière la maison. Et Thaddeus découvrit que l'homme qu'il croyait avoir enterré avec sa famille n'était jamais mort. Il attendait seulement une raison de vivre à nouveau.